Et donc pour ça, pour voir les layouts, donc j'ai créé des slides qui sont accessibles sur le web. Et donc au niveau de ces layouts, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un peu quelques généralités sur la typographie, les polices de caractères, comment faire pour que au niveau de tout votre site ou toutes vos pages, vous gardez donc de la cohérence en gardant les proportions entre les différents tailles de police. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que quand je modifie la taille de la police, comment faire pour la modifier d'une manière générale, d'un seul coup, sur tout le site. La deuxième des choses, donc on va voir un peu de généralité sur les dispositions des boîtes. On vient de parler des boîtes donc qu'on va mettre les unes à l'intérieur des autres et des boîtes qu'on va juxtaposer ou qu'on va imbriquer, qu'on va mettre à l'intérieur. Et donc il faudrait voir comment on peut gérer ce genre de disposition. Et puis aussi donc l'utilisation de texte en colonne, ça c'est pas très utilisé, mais ça peut être utile dans certains cas. C'est pas uniquement le texte, mais l'ensemble de boîtes, de contenu. Vous voulez le mettre sous forme de colonne, comme un peu dans les journaux. Vous avez des articles qui apparaissent dans les colonnes. Vous pouvez faire ça avec le Word. Et donc, si vous avez des images, du texte et puis des paragraphes, plein de paragraphes, si vous ajoutez des choses, eh bien, ça va automatiquement s'organiser suivant les colonnes. Et puis, un autre aspect qui est très important au niveau des dispositions, c'est l'utilisation des images. Parce que quand vous créez une image et vous mettez juste après du texte, eh bien, l'image et le texte, ils sont sur la même ligne. Si votre image est grande, le texte est là, la hauteur qui est là, en fonction de la police. Et donc, la plupart du temps, on veut avoir l'image qui va flotter à côté du texte. Et donc, donc on va voir ça, c'est un truc qu'on appelle le flottement. Et en dernier lieu, donc, on va voir un peu les dispositions, les mises en page. Et vraiment, ça, c'est un point très important, parce que c'est avec ça qu'on va créer les layouts. Alors, le premier point qu'on va voir, c'est le flottement. Et donc, cette notion de flottement, il est emprunté du flottement des images. Et il a été utilisé donc, surtout par Bootstrap dans sa version 3 pour créer des layouts en se basant sur Donc là, j'ai mis ici, c'est un hack. C'est-à-dire, ça n'a pas initialement pour voir un peu, pour vous donner des idées, que des fois, des technologies, on les fait pour quelque chose et on va se retrouver après que ces technologies vont être réutilisées ailleurs et ils vont être beaucoup plus populaires pour des choses pour lesquelles on ne les a pas créées. Et donc, c'est un cas d'exemple, un exemple ici, un cas d'école. Et donc, après, on va voir le deuxième point, c'est le modèle Flexbox, et c'est ce qui est actuellement utilisé pour organiser vraiment de manière très cohérente le contenu. Et le dernier point, c'est le positionnement. Et ça, c'est aussi très utilisé quand vous voulez avoir vraiment des choses qui sont très précises. On va utiliser ici des repères, des positions, on va dire X, Y, etc., pour positionner des éléments de manière très précise au niveau de l'écran. Alors, au niveau du texte, donc je ne vais pas trop, donc au niveau de la typographie, donc la taille des polices. Et donc ici dans mes slides, s'il vous plaît, donc ici j'ai je vous explique un peu comment on utilise ça. Donc ici comme vous voyez le slide sur cette forme, j'ai une introduction, c'est juste du texte, et puis peut-être donc je donne un exemple de code comme c'est le cas ici. Mais à droite, ici, on a une vraie visualisation que vous pouvez modifier et donc jouer dessus. Alors le HTML qu'on voit ici à droite, donc le voici. C'est ce HTML. Donc ici, j'ai une div, j'ai un grand titre, un H2 sous-titre, un paragraphe. Et puis j'ai un autre div qui est sœur de la première div container. D'accord? Et cette div, elle contient aussi un grand titre, un petit titre, etc. Donc ils sont pareils.
La seule différence, c'est que ici, j'ai donné une classe container, ici, j'ai donné une classe container extra. C'est tout simplement ça. À l'intérieur ici de ce paragraphe, j'ai ajouté juste une span. Et donc ici, cette span, j'ai donné une classe big. Alors, très important ici de voir que ici, on utilise des balises div et on va commencer à les utiliser quand il s'agit de layout. Layout, c'est juste, je pense, comment je veux que les choses apparaissent. Et donc, le sens sémantique de la balise n'a aucune importance ici. Et donc, il y en a deux balises qui n'ont pas de sens sémantique, sinon c'est juste des conteneurs. Il y a la div, et donc la div, elle a une apparence spéciale, et vous avez la span. Et donc, la balise div, je l'ai utilisée ici dans le but d'englober quelque chose, de séparer ce contenu de celui-ci, d'accord? Et puis la span ici, parce que ici j'ai du texte, et à l'intérieur du texte, je vois ici $sit Ahmed, je veux changer quelque chose, la couleur, etc. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je vais le mettre dans une boîte, dans le but de la modifier. Et donc ici, on utilise la span. Alors, on va le dire directement maintenant, les spans, on dit, c'est une balise inline. Donc, quand vous englobez quelque chose dans une span, le flux continue. Donc ici, vous voyez qu'on n'a pas eu de retour à la ligne, etc. Mais quand vous mettez quelque chose à l'intérieur d'une div, c'est une boîte. Et donc ici, quand vous créez une boîte, ça va retourner automatiquement à la ligne. Et après cette boîte, il y aura toujours un retour à la ligne. D'accord? Alors maintenant, je reviens. Le but ici, c'est de voir un peu comment on va utiliser les tailles des polices. Et donc, les tailles des polices, donc là, peut-être vous l'avez remarqué la dernière fois, donc on n'avait pas vraiment parlé trop des unités qu'on va utiliser. En CSS, il y a beaucoup d'unités, donc je vous conseille, donc vous pouvez aller chercher CSS units, hein, et donc vous allez trouver, alors si vous voulez imprimer, donc vous allez raisonner en centimètres, en millimètres. On avait dit que le CSS, c'était valable pour... donc, vous pouvez faire des feuilles de style pour l'affichage, des feuilles de style pour l'impression. Donc, si je suis en train de faire une feuille de style pour l'impression, eh bien, je vais utiliser peut-être le millimètre, etc. Maintenant, on est en train de parler des polices. Donc, il y a deux unités qui sont très importantes au niveau des polices, de caractères. C'est le EM et le REM. Alors, on peut donc dire ici MREM, d'accord? Alors, le M, c'est quoi? Donc, ici, si vous prenez, par exemple, ici, j'ai HTML. Ça, vous êtes d'accord que ça, c'est la racine du document, HTML. Et je fais ici font size 14. Alors ici, H1 est un enfant. H1, vous voyez ici, c'est un enfant. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est un enfant de HTML, enfin un ancêtre, pas un enfant, un descendant de HTML. Eh bien, donc ici, si je prends là c'est H1. Si je prends ici, j'ai H1, j'ai H2. Le sous-titre ici, c'est H2. À votre avis, la question qui va se poser, quelle est la taille maintenant de ce sous-titre? Est-ce que je l'ai défini? Ça a été défini par défaut. Et donc, on peut aller inspecter. Donc, ici, inspecter la taille de ça. Vous voyez ici, H2. Ça a été prédéfini au niveau du browser. Donc, le browser, il a des valeurs par défaut qui sont définies pour toutes les balises. Et donc, vous voyez ici, font size 1.5 EM. Alors, on ne l'a pas défini en pixels. Si on l'avait défini en pixels, ça va être quoi? Si on l'avait défini en pixels, ça va être fixe. Maintenant, si je modifie la taille ici, je reviens ici CSS pour HTML. Si je mets ici 18, vous allez voir que tout s'agrandit de manière automatique. J'ai uniquement changé la taille de HTML et automatiquement tout a changé. Et en l'occurrence, donc la taille du sous-titre ici, la taille du sous-titre qui est 1,5. Et donc ici, c'est 1,5 fois 18. La valeur qui a été héritée. Maintenant, pour le container ici, par exemple, j'ai pris ici le container. Et la classe container, rappelez-vous, c'est ce que j'ai utilisé ici. Là. Et donc ici, container, j'ai mis font size 1.2 EM.
Alors 1.2 EM, ça va être quoi 1.2 EM? Ça va être 1,2 fois la taille héritée du parent. Et donc la taille, le parent de ça, le parent de cette div, ça va être Badi. Et Badi, lui, est-ce qu'on a modifié sa taille? On n'a pas modifié sa taille. Et donc lui, il va l'hériter directement de HTML. Et donc vous voyez ici que cet esprit d'héritage, et on va juste multiplier. Donc alors si vous mettez 1 EM, ça veut dire c'est exactement la même valeur. C'est pas la peine de le dire. D'accord? Alors ici, donc ça c'est très important. Donc ici, quand on modifie, si je modifie la taille ici de HTML, je mets ici 10, vous voyez que tout descend de manière automatique. Si je veux modifier, par exemple ici, j'ai container P, hein, le paragraphe. Si je mets ici 1,7, je suis en train de modifier uniquement ce paragraphe. Mais le paragraphe contient un span à l'intérieur qui s'appelle big. Et lui, c'est 1,4 fois EM. D'accord? Alors, 1,4 fois EM, ça veut dire qu'il va hériter, enfin, du parent, 1,4 fois la taille du parent. Et donc, si ça s'agrandit, ça s'agrandit de manière automatique. Alors ici, si je fais, au lieu de EM, je mets ici REM, vous voyez que ça descend ici. Alors, c'est quoi REM? REM, c'est root element. Et donc, soit vous vous basez par rapport à la taille du parent, soit vous pouvez vous baser par rapport à la racine qui est ici HTML. Donc ici, là, quand je mets le R ici, ça veut dire que je me base toujours par rapport à la racine. Si vous voulez vous baser sur le parent, eh bien, vous utilisez EM. Si j'utilise REM, je me base par rapport au parent. Et donc, alors ici, le texte ici est petit. Pourquoi il est petit? Alors ici, ça c'est le conteneur. Ici, je n'ai pas appliqué de style. Regardez, je vous remontre le HTML. Donc, au niveau de mon HTML, là, j'ai une div qui a un container extra. Donc ici, je n'ai pas appliqué de style. Je n'ai rien appliqué, ni au H1, ni au H2, ni au paragraphe. Et donc ici, la taille qu'on voit ici, c'est une taille qui est définie directement par ce qu'on a là. Donc si je modifie ici, je mets 16, eh bien, là, alors c'est où? Donc là, ça c'est agrandi, là c'est la valeur 16. Je mets 18. Et bien sûr, donc ici, si vous voulez, donc j'enlève carrément tout ça. Donc là, c'est équivalent. Et donc le 18 qu'on voit ici, c'est le 18 qui est appliqué. Donc ici, pour H1 par défaut, H1, c'est 2 fois EM, 2 fois la taille du parent. Et donc ici, vous voyez ici, 2 fois EM. H2, c'est 1,5, etc. Les paragraphes, donc on peut vérifier au niveau du paragraphe. Donc le paragraphe, c'est 1 EM, c'est exactement 18, etc. Alors donc voilà donc ce qu'il faudrait retenir par rapport à ces unités. Donc il faut toujours utiliser, quand vous donnez des unités aux polices, vous utilisez soit le EM et là vous faites référence à la taille du parent, soit vous utilisez REM et là vous faites référence à la taille de la racine. D'accord? La racine c'est la balise HTML. Alors maintenant, bien sûr, donc là on est en train de parler de la taille de la police. Mais si vous prenez le paragraphe qu'on est en train de voir ici, eh bien le paragraphe, ce n'est pas uniquement la taille de la police. C'est aussi l'espace qu'il y a en haut, l'espace qu'il y a en bas, c'est les marges aussi. Et donc quand on va aussi parler de marges, eh bien les marges aussi, il faudrait utiliser, alors c'est où? Donc on va vers le paragraphe, on inspecte le paragraphe. Et donc vous voyez ici le margin. Alors les margins, donc les marges aussi, donc on utilise les EM. Alors quand vous utilisez l'inspecteur, s'il vous plaît, c'est important pour un designer de voir exactement ce qui se passe. Donc ça, c'est les styles qui sont appliqués. Mais les styles calculés, donc vous pouvez aller les voir ici. Et les styles calculés, ici, font size, c'est 18. C'est exactement la taille que j'ai ici, pour le paragraphe. Si je vais vers H2,
vers H1. Et donc le style ici, donc alors c'est où? Font size, c'est 36. 36, c'est 2 fois ça. Mais les styles qui sont appliqués, donc ici, ils sont définis, c'est 2 EM. D'accord? On n'a pas défini 36. Si vous définissez 36 pixels, c'est absolu. Donc on définit ça en unité REM. EM ou REM. Alors voilà, alors donc ici aussi dans mes slides, vous pouvez avoir ici du JavaScript. Donc ici, grosso modo, comment utiliser ça? En général, une introduction. Après, donc, pour ce que vous voyez à droite, vous avez le code HTML correspondant, le code CSS correspondant, et bien sûr, vous pouvez le modifier comme je viens de le faire. Je sais pas moi, donc ici, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Donc ici, je mets, je sais pas, color de point green, et là, on va voir que le texte devient green. Vous pouvez ajouter des classes, j'ajoute une classe .a et je vais appliquer cette classe. Par exemple, le fond, je sais pas moi, text decoration de point, je sais pas moi, donc underline. Et donc ça, c'est pour la classe A. Je veux appliquer la classe A à une balise. Eh bien, je vais l'appliquer carrément ici, donc la classe A. Vous voyez que tout le contenu ici a été affecté par la classe. D'accord? Donc, on peut tester, etc. Alors, après, donc ici, je passe au slide suivant. Donc, nous, ce qui nous intéresse par rapport à tout ça, c'est vraiment les dispositions en général. Alors, j'ai fait une introduction en parlant du texte parce que ça fait partie, bien sûr, des dispositions. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Eh bien, on va vouloir juxtaposer des boîtes, comme c'est le cas ici, horizontalement, hein, des boîtes de manière horizontale. Et ça, c'est très courant, par exemple, dans les menus. Les menus, on va les organiser dans des listes UL, LI, les liens. Et après, ben, il faut les disposer, la plupart du temps, horizontalement. Disposer le texte autour d'une image, c'est un peu le truc qu'on a ici en deux. Si vous ne faites pas quelque chose, vous allez avoir uniquement l'image et vous allez voir le texte qui va une seule ligne de texte. Nous, on veut avoir plusieurs lignes de texte et on veut avoir le texte qui entoure l'image. Alors, la troisième chose, c'est la disposition des blocs verticalement. Des choses comme ça aussi, on va retrouver ça dans tous les sites. Centrer des blocs horizontalement et verticalement. Ça, vous allez voir tout à l'heure que vraiment, ce n'est pas quelque chose d'évident à faire avant Flexbox. C'est un point qui était très difficile à faire. Alors ici, dans le 4, c'est les formes géométriques que nous avons ici, l'étoile, l'ellipse et l'hexagone. Ici, c'est des formes que je veux centrer à la fois verticalement à l'intérieur des carrés, ici, et à la fois horizontalement. Et donc, c'est une opération qu'il faudrait donc voir comment on va la faire. Et puis, écrire les flux de texte sur plusieurs lignes, plusieurs colonnes. Alors, donc, le premier exemple, et là, on va voir deux dispositions fondamentales. Donc là, ici, on utilise un attribut CSS qui s'appelle display. Je pense qu'on avait vu la dernière fois, on avait vu dans un slide, display none. Ça peut vouloir dire quoi? Display, none. Voilà, ça veut dire qu'on veut masquer, on ne veut pas afficher, d'accord? Mais bien sûr, donc on verra que display, il a plusieurs possibilités. On a parlé tout à l'heure de la div et de la span, les balises génériques. Et donc la div, c'est une balise qui est à le mode display block. Et le span, c'est une balise qui a le mode display inline. Et donc c'est deux flux. Donc alors ici, je pose des questions. Donc ce qu'on est en train de voir ici à droite, c'est quoi? Donc le côté HTML, c'est vraiment pas quelque chose de très compliqué. Donc je fais des divs, c'est juste des boîtes. Et donc je donne la classe outer à celle qui englobe le container. Et les boîtes internes, je leur donne la classe inner. Et puis j'ajoute éventuellement d'autres classes. D'accord? Et puis au niveau de CSS, eh bien j'ai juste mis des bordures pour qu'on voit les boîtes. Et j'ai mis de la marge. Alors si j'enlève la marge, si j'enlève le padding, si j'enlève le border, et si j'enlève le border de ça, voilà ce qu'on va voir. Alors, il reste quand même un petit espace ici. Je ne sais pas d'où ça vient, le petit espace. Et puis, vous voyez, il y a un quadrillage en bas.
Donc le quadrillage, je l'ai ajouté spécialement, donc un background que j'ai donné à ma page pour qu'on puisse mesurer, voir un peu les dimensions. Donc ça c'est 50. 50, ça fait 100 pixels. D'accord? 50, les grands carreaux c'est 50 et les petits carreaux c'est 10 pixels. Donc ça nous donne un aperçu. Mais donc si vous n'utilisez aucun style avec mes divs que j'ai ici, eh bien voilà comment ils vont apparaître. Mais quand vous ajoutez les styles, quand j'ajoute juste les bordures, vous voyez que les boîtes ici, ils vont s'éclater sur toute la largeur du conteneur. Alors le conteneur que vous avez ici, si je change la dimension du conteneur, les boîtes div ils sont à l'intérieur de body. Et donc si je change la largeur de body, eh bien les boîtes ils vont garder toujours la largeur totale. Ça c'est le comportement inline. Alors maintenant le le comportement bloc. Le deuxième comportement, les divs, ils sont par défaut, ils ont un comportement bloc. Bien, on peut changer ça en mettant display de point bloc. Alors, si vous mettez display, alors c'est pas bloc, c'est inline, parce qu'ils sont par défaut bloc. Donc, si vous mettez inline, voilà ce que ça donne. Vous voyez la différence entre inline et bloc? Voilà. Et bien sûr, donc, vous pouvez revenir à votre HTML. Là, ici, il y a vous pouvez changer. Et là, quand je modifie, vous voyez que la boîte change. Mais quelque chose d'important, s'il vous plaît, ici. Là, quand vous mettez des boîtes inline, il faut bien faire la différence entre ces deux types de boîtes de base. Donc, là, les boîtes, ils sont inline. Si je reviens en style ici et je mets la marge, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça marche, la marge? Oui, ça marche, mais est-ce que ça marchait verticalement? Vous voyez que c'est un comportement. Donc ici, j'ai augmenté la marge, j'ai mis 8 pixels. Et donc les 8 pixels, je les retrouve ici, à ce niveau, vous êtes d'accord? À ce niveau? Mais est-ce que je les retrouve ici verticalement? Eh bien non. Et donc c'est un comportement un peu bizarre. Donc si je mets 18, vous voyez ici, donc ça s'est augmenté entre les deux, mais verticalement, non. La même chose pour le padding. Alors le padding, lui, quand vous faites le padding, ça devient n'importe quoi. Vous voyez ici le padding? Et donc, ça ne change pas. Donc, si maintenant je veux changer la hauteur des lignes, eh bien, il faut dire ça pas au niveau des éléments eux-mêmes, mais au niveau du parent. Et donc, là, c'est ma mémoire est bonne, c'est line high, de points. Et donc, on va l'exprimer comment, cette line high? Est-ce que je vais dire 12 pixels encore une fois? Alors 12 pixels, 25 pixels, vous voyez que ça change, 45 pixels, etc. Mais il ne faut pas utiliser ces unités, donc il faudrait utiliser les unités qu'on a vues tout à l'heure. Donc je fais 1.2 EM, là c'est, donc je mets 2.2 EM, et donc là je reste plus proportionnel. Si j'augmente la taille de la police, automatiquement l'espacement va augmenter en fonction de la taille de la police et non pas de manière absolue. Donc voilà, quand vous mettez des choses en inline, donc vous avez cet aspect verticalement, il faudrait mettre l'espacement entre les lignes, et horizontalement, bien sûr, vous voyez que l'espacement, la marge, ça marche, et le padding, ça marche. Un troisième, donc quand on met inline, s'il vous plaît, donc ici, un troisième truc, si vous essayez, parce qu'on avait dit que tout est boîte en HTML, et les boîtes, ils ont des dimensions, les boîtes. Alors attention, quand une boîte est inline, eh bien, vous ne pouvez pas régler width, alors vous ne pouvez pas régler sa largeur. Là, je mets width 300 pixels, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas aussi régler sa hauteur, high. Deux points, je mets 68 pixels. Ça ne marche pas. Logique? Et quand vous avez un comportement en flux, inline, eh bien les boîtes, on peut pas, c'est le contenu des boîtes qui va faire que ces boîtes s'agrandissent ou diminuent. D'accord? Et par contre, si vous remettez le comportement bloc, eh bien là, vous pouvez jouer sur ces dimensions. Là, le width et le high, ça marche, vous êtes d'accord? Le margin et le padding, ça marche. Donc, si j'enlève maintenant le margin, vous voyez, là, j'ai enlevé le margin. Je remets le margin, alors, je remets le margin.
et je vais mettre juste 8. Et puis pour la hauteur, alors pour le width, je vais mettre 100 pixels. Et puis pour la hauteur, je vais mettre, pas 60, je vais mettre 40 pixels. Alors il y a un comportement bizarre ici, s'il vous plaît, et c'est quelque chose qu'on va retrouver. Quand vous avez des boîtes, d'accord, et vous réglez, donc alors des boîtes blocs, et vous réglez leur largeur et leur hauteur, vos boîtes deviennent rigides. Et quand elles deviennent rigides, eh bien si vous mettez trop de choses dedans, ce trop de choses va déborder. Et donc le débordement en anglais, on appelle ça, en anglais, débordement c'est overflow. Alors je le fais ici, overflow. Et donc il y a un truc pour gérer ça, ça s'appelle overflow. Donc si je lui dis donc ici hidden, eh bien vous voyez que tout le truc qui dépasse est masqué. C'est bien ça. Ouais. Mais des fois quand vous avez des trucs qui dépassent et vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, eh bien vous pouvez scroller. Donc vous pouvez faire ici, alors scroll, je ne sais plus comment ça s'écrit. Scroll. Ah oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, scroll. Vous voyez les scroller bars? Ah, ici, on ne va pas mettre les scroller bars, ce n'est pas intéressant. Alors, ce qu'on fait très souvent, c'est on met plutôt auto. Et donc ici, auto, ça signifie quand on a besoin de la scroller bar, on la met. Donc ici, on a besoin d'une scroller bar, la voici. Et donc, je peux scroller ici. Et là, je scroll verticalement. Alors, c'est juste ici parce que j'ai un, alors, padding, margin. Padding, c'est pas beaucoup, 4. Voilà, donc ici, on peut scroller, etc. Est-ce que ça va? J'ai fini mes trucs, je peux faire reset, je reviens à l'état initial. C'était les boîtes, donc inline et bloc. Alors, il y a plusieurs autres types, donc on ne va pas trop s'intéresser à ça. Et donc ici, dans cet exemple, donc j'ai mis, je donné quelques questions pour vous guider. Si vous revenez à ces slides pour pouvoir tester et jouer dessus. Alors après, donc pour écrire du texte en multicolonne, c'est vraiment très très simple. Donc multicolonne, c'est ça. Donc pas uniquement je dis du texte, mais c'est un peu, vous avez plein de balises. Et exemple ici, ce qu'on a là. Donc j'ai ici une div, un conteneur qui contient un titre, des paragraphes, un autre titre, un paragraphe, des listes, etc. Donc vous avez plein de contenus, vous pouvez avoir des images, etc. à l'intérieur. Et vous voulez que ce contenu, ici, passe d'une colonne à une autre. Donc ici, quand je fais ça, ça s'organise de manière automatique. Moi, je ne vais pas calculer les dimensions ou dire à ce texte de remonter en haut, de passer en bas, etc. Et donc là, c'est vraiment très très simple. C'est le moteur de rendu qui s'en occupe. Mais il suffit de le lui dire. Alors, vous avez deux manières de le lui dire. Et ça se passe au niveau du conteneur. Vous lui dites colonne count, le nombre de colonnes que vous voulez. Ou vous avez la deuxième option, colonne width. C'est tout. Et donc, quand vous faites ça, donc alors ici au niveau de CSS, et donc là, j'ai fait ça pour le conteneur. Le conteneur, je l'ai appelé mcolts, multicolumns. Et donc ici, je fais ici, alors je lui dis texte aligne, ça c'est juste pour l'alignement de texte. Si j'enlève ça, ça ne va pas être justifié. Mais le seul truc que j'ai, c'est ça, column count, 2 colonnes. Donc si je lui dis 3 colonnes, ben, il va me créer 3 colonnes. Si je lui dis 4 colonnes, il va me créer 4 colonnes. Mais ça devient n'importe quoi là. Les colonnes sont toutes petites. Et donc là, des fois, quand la taille change, on peut utiliser la deuxième possibilité, c'est de lui dire column width. Je veux que la largeur de la colonne soit de 160 pixels. Alors lui, s'il ne trouve pas assez d'espace, vous voyez ici, je n'ai pas 2 fois 160 pixels. Et donc il va me mettre une seule colonne. Mais si à un moment donné, j'ai plein d'espace, il va me mettre autant de colonnes pour avoir 160, 160, 160. Et là, c'est vraiment très cool comme ça, en donnant la largeur de la colonne. Ça va? Donc les colonnes, donc ça c'est pas... Alors j'ai encore un autre truc, des fois, dans tous les slides qui vont suivre après, au niveau de JavaScript, j'ai ajouté une ligne. Pour le moment, on n'a pas encore vu JavaScript, mais c'est important de savoir
qu'au niveau de chaque page, donc puisqu'on est en train de faire du CSS, on peut inspecter la page et on peut aller voir le code HTML de la page. Alors dans les pages HTML, cette page qu'on est en train de voir ici à droite, il a un attribut ici qui s'appelle dir, ça vient de direction, et donc la direction d'écriture. Vous en avez deux, soit LTR, soit RTL. LTR c'est left to right, et RTL c'est right to left. Alors pour éviter de venir manuellement ici et modifier RTL, de mettre ici RTL, vous voyez que ici, que ça a changé. Et par défaut, donc ici, regardez, alors je vais le modifier ici, donc RTL, et si je modifie ici, je mets LTR, vous voyez que l'alignement par défaut, et là, on va ressortir un peu cette notion de gauche et de droite. C'est ça, il s'agit de ça maintenant. RTL, c'est right to left, ou LTR, c'est left to right. Pourquoi? Parce que l'arabe, ça s'écrit, par exemple, de la droite à la gauche, et les langues latines s'écrivent de la gauche, là, mais on verra après qu'il y a le chinois qui s'écrit d'en haut en bas, etc. Donc il y a des notions ici gauche-droite qui n'ont pas de sens, mais de toute façon ça existe, donc il faut utiliser ça. Alors ça s'organise automatiquement, vous pouvez toujours vérifier est-ce que vos choses, enfin vos styles marchent quand vous changez de langue. D'accord? Et donc ici vous pouvez, donc alors si je fais ici RTL, eh bien, c'est que j'ai modifié cet élément ici, j'ai modifié ça de manière avec du JavaScript, hein, au lieu de venir modifier ça manuellement. Alors, donc voilà pour les colonnes. Y a-t-il des questions pour les colonnes? Rien de spécial, hein. Donc, vous voulez, c'est colonne count, il vous donne un nombre entier, et puis colonne width, il vous donne la largeur de votre colonne. Et vous laissez au moteur le soin de choisir est-ce qu'il va mettre une ou plusieurs en fonction de la largeur que vous lui avez donnée. Alors après ça, on a le flottement des images. Alors, je ne sais pas comment on appelle ça dans Word. Vous avez l'habitude d'utiliser Word, et donc quand vous mettez une image, vous voulez que le texte, on appelle ça peut-être remplissage dans Word. Hein? Oui, les carrés. Remplissage, je pense, hein, le mot qu'ils utilisent. Et donc, alors ici, on utilise un mot qui s'appelle le flottement. Et donc ici, on utilise le mot-clé float. Et vous allez voir que ici, le fait que l'image ici vienne là, c'est qu'on l'a fait flotter. Et donc ici, au niveau de mon HTML, voilà ce que j'ai. J'ai un container, qui a la classe container. Et à l'intérieur, j'ai une image, H1, paragraphe, etc. Jusqu'ici. Le container, c'est ça. Et après, j'ai mis ici un extra. Alors, juste pour vous montrer que ici, notre image, quand on va vouloir la faire flotter, on va utiliser un concept qui va avoir un effet et qui va durer sur les autres éléments. Et donc ici, au niveau CSS, qu'est-ce que j'ai au niveau de CSS? Regardez s'il vous plaît. Point container. J'ai une image qui est en fond de container. Et je dis à cette image de flotter. Alors si je ne lui dis pas de flotter, voilà ce que ça va donner. La réalité, c'est ça. Maintenant, le fait de lui faire float left, ça me fait ça. D'accord? Et donc, je lui dis de flotter, et il va flotter. Mais le truc ici bizarre qui va se produire, c'est que si je continue comme ça, vous voyez que le texte ici, il entre. L'image, il continue de flotter. Même après que, logiquement pour moi, l'image, il est ici à l'intérieur de ce conteneur. Et je lui dis de flotter, et bien, il a flotté, c'est bien, mais ça flotte pour tout le reste. Et donc, il y a des fois où on a besoin vraiment d'arrêter avec le flottement à un moment donné. Et donc, pour arrêter le flottement, par exemple, pour add extra lorem, que j'ai mis ici en rouge, au niveau des styles, ça c'est extra, j'ai juste mis color red. Donc, je change pour que vous voyez color green. Et donc ici, je veux que ce truc ici, maintenant, ne flotte plus. Et donc là, on utilise un autre mot-clé qui s'appelle clear. Alors, clear, on peut lui donner comme valeur ici, parce que j'ai fait ici float left, je peux lui donner ici clear left. Et vous voyez que maintenant, il a effacé le flottement.
Et aussi, donc alors si je fais ici float right, donc la deuxième valeur possible c'est faire flotter à droite, right, j'ai acheté. Et bien vous voyez que l'image a flotté à droite, mais là j'ai effacé le flottement à gauche. Donc ici je peux lui dire encore une fois float, clear right, et là encore il va corriger. Mais vous avez un truc valable pour tout, c'est both. Donc, quand vous lui dites clear both, si c'est à gauche ou c'est à droite, il va faire l'effacement. Mais attention ici, donc vous voyez, je fais le flottement, vous avez le texte qui touche. Et ça, c'est quelque chose de très courant dans les sites mal conçus. Donc, quand vous faites du flottement, il ne faut pas que le texte touche l'objet qui flotte. Et donc, c'est le cas ici. Tout à l'heure, quand j'ai fait le flottement à gauche, left, là, ça marchait, il y avait de l'espace ici. Il y avait cet espace. Et cet espace, c'était quoi? C'est la marge de l'image. Donc ici, j'ai mis, regardez, margin right. Donc si je fais ici float right, j'ai acheté, eh bien, il faut que je fasse ici margin left. Il faut que j'inverse. Vous voyez un peu le truc? Bon. Donc ici, en réalité, si je veux faire le flottement d'une image, je dois créer une classe ou plusieurs classes. Une classe, je l'appelle float right, une autre classe float left, d'accord? Et donc je l'applique, et donc dans chacune des classes, je fais, alors si je mets right ici, je mets left ici, si je mets dans l'autre left, je mets right dans l'autre. Est-ce que ça va pour le flottement? Ça flotte? Alors, je ne sais pas, ici j'ai mis right, encore une fois. Là, on est en train de parler de la droite, de la gauche, vous êtes d'accord? Est-ce que ça a une influence par rapport à ça? Je ne sais pas. RTL. Ça a changé? Alors, qu'est-ce qui a changé? LTR. Le flottement n'a pas changé. D'accord? Mais qu'est-ce qui change? C'est juste le text align. L'alignement de texte, quand vous mettez, vous ne donnez pas de valeur, la valeur par défaut, c'est text align left. D'accord? Et donc, quand vous mettez RTL pour le modèle right to left, le flottement par défaut, enfin, pardon, pas le flottement, l'alignement par défaut, c'est right to left. C'est right. Est-ce que vous comprenez ce que je raconte? Ok. Bon, donc voilà, alors ici, donc ça c'est le flottement, donc vous pouvez jouer avec. Et bien sûr, si vous avez des questions, donc vous pouvez les poser. Alors maintenant, on passe à l'essentiel. Et vraiment, donc ça c'est la création de layout, parce que dans votre site, vous allez vouloir organiser du contenu en mettant, par exemple, en haut une barre de menu. Juste au-dessous, vous voulez mettre, je sais pas moi, un truc, un slideshow. Juste en bas, vous voulez mettre des boîtes, etc. Et donc, il faudrait pouvoir créer ce qu'on appelle un système de layout. Et donc, ce système de layout, je me suis inspiré un peu de Bootstrap 3 pour vous montrer ce concept. Et donc, ici, on va construire un système basé sur des lignes. Donc, vous voyez ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Et dans chacune des lignes, je peux créer jusqu'à 12 colonnes, jusqu'à 12 cellules, si vous voulez. Hein? Il paraît comme s'il s'agit d'un tableau ici, vous êtes d'accord? Et donc, je peux créer jusqu'à 12 cellules. Mais tout ça, on va le créer juste à base de div de conteneurs. Hein? Ici, donc, de div, vous voyez ici, div. Mais ici, on va utiliser des classes. Et ces classes ici, regardez ici, call 3, call 6, call 3. Et donc l'essentiel de ces calls, tirer quelque chose. Donc ici, vous avez le nombre ici, CTRL Z. Quand vous faites la somme de ces nombres ici, au total, il faudrait que vous ayez 12 colonnes. 12, le nombre total 12. Alors si je veux ajouter une ligne, bien je n'ai qu'à copier ça et j'ajoute une ligne. Et bien sûr, mon contenu, je le mets ici. Mon contenu, je le mets là. Et alors, si je veux ici avoir 2 cellules, eh bien, il faudrait que je donne ici, par exemple, 6. Par exemple, 6. Et là, j'ai 2 cellules.
Si je veux, je sais pas moi, donc alors, je peux prendre la première ligne et je veux, donc pour avoir 12, donc 3 plus 3, 3, 4 fois. Donc je copie ça, CTRL-C, et je la colle ici. Vous allez voir que ça va déborder. J'enlève celle-ci, alors je colle encore une fois et j'enlève celle-ci. Et voilà, donc 3, 3, 3, 3. Alors comment on fait en CSS pour ça? Eh bien, voici le CSS. Le CSS pour réaliser ça. Alors, la première des choses, ici, si vous remarquez ici, que à chaque fois, j'utilise une classe row pour définir une ligne. Et après, à l'intérieur de la ligne, je vais utiliser des classes pour dire la colonne. Et donc, les colonnes, ils vont avoir un chiffre qui indique la taille de la colonne. C'est un peu le call span. D'accord? Des tableaux. Ah, on est donc ici pour la définition de row. La classe row, ici. Donc, je ne définis pas la classe row. Mais je dis, quand j'ai une balise .row, tous les enfants ayant un attribut, regardez ici, tous les enfants ayant un attribut classe, attribut classe, dans lequel vous avez la valeur call tiré. Et là, c'est une manière pour attaquer d'un seul coup toutes les balises que j'ai ici qui ont call tiré, indépendamment du chiffre que j'ai 1, 2 jusqu'à 12. D'accord? Indépendamment. Et donc là, je m'intéresse à toutes ces boîtes-là, ici, et je leur dis de flotter à gauche. Vous vous souvenez du flottement qu'on a vu tout à l'heure pour les images? Donc je leur dis de flotter à gauche. J'utilise ça, box sizing. Je pense qu'on avait vu ça la dernière fois, box sizing. C'est juste pour la dimension d'une boîte. Quand vous dites width égale 200, c'est quoi ce width? Qu'est-ce qu'on mesure avec ce width? Alors, par défaut, ce qu'on mesure, c'est la partie contenue. Si vous ajoutez le padding, eh bien, le padding n'est pas compté dans le width. D'accord? Là, je lui dis ici, box sizing, border. Et là, quand je lui dis 100, même si vous modifiez le padding, eh bien, la largeur de la boîte, du bord jusqu'au bord, ça va être 100. Et donc ça, c'est important au niveau des designs. Il faut bien voir ça quand on fait des layouts. Il faut toujours, dans ces boîtes, faire ce truc-là. Et puis là, j'ai donné un padding de 2. Et puis alors, on avait parlé tout à l'heure de comment faire pour effacer le flottement. Vous vous souvenez des images de tout à l'heure? Quand on avait mis flotte, avec l'effet de flotte, ça continue à s'appliquer. Alors nous, maintenant, ici, est-ce que j'ai mis quelque chose pour enlever le flottement? Eh bien, pour l'enlever ici, on va utiliser ça. Et là, c'est un pseudo-style, donc 2.2. After, et qui va nous permettre ici d'ajouter, regardez ici, je mets content, d'ajouter du contenu au sélecteur, ici row. Alors ici, quand je dis row 2.2. After, qu'est-ce que ça veut dire? Row, la balise row, elle a des enfants, d'accord? Et quand je dis 2.2. After, c'est-à-dire je vais me placer à la fin de la liste des enfants, à la fin, et là, je vais faire quelque chose à la fin. Qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, j'ajoute du contenu, et ce contenu, c'est une chaîne vide. Et je mets ici display block. On avait vu tout à l'heure, c'était quoi display block? J'ajoute un contenu dynamiquement, et je mets display block, et pour ce contenu, j'applique clear. Et donc ça, c'est une manière dynamique, uniquement en utilisant CSS, d'effacer le flottement. Et donc si vous inspectez ici, là je suis dans une row, j'inspecte. Si je vais à la fin d'une ligne, alors ici, vous voyez ici la ligne, à la fin de la ligne, vous voyez ici le after qui s'est ajouté. Et le after, voilà le truc ici. Alors si je mets ici, je ne mets pas clear, et alors ici, ça a marché toujours, ça marche toujours. Mais il faut effacer le flottement. Donc toujours, alors ici, la plupart du temps, donc vous allez retrouver ça dans les bibliothèques. Et donc ici, on peut ajouter ici after à la fin. On peut ajouter du contenu au début en mettant start, 2.2. Start. Et on peut aussi ajouter du contenu dynamiquement. Donc voilà. Après le reste, il faut définir c'est quoi call 1, call-1. C'est quoi call-1? Là, il faut définir la largeur.
Alors la largeur totale ici, la largeur, il faut voir que c'est dynamique tout ça, hein? C'est responsive. Pourquoi c'est responsive? Parce que j'utilise des unités relatives. Et donc j'utilise le pourcentage. Et le pourcentage total, c'est 100%. D'accord? 100% divisé par 12. 100% divisé par 12, ça fait 8,33. Et puis, donc, 2 fois 8,33, ça fait 16,68. C'est juste de l'arithmétique ici. Et là, c'est 25%, etc., etc. Voilà. Pour le reste, ici, la box ici que j'ai ici, box, là, ça, c'est là où je veux mettre mon contenu. Et donc, il faut bien faire attention. Quand on va utiliser des layouts, il faut bien séparer votre contenu du layout. Et donc, il ne faudrait pas que je vienne ici, que je mette des classes qui sont propres à moi, qui concernent le contenu. Et donc, la plupart du temps, il faudrait mettre une autre boîte ici à l'intérieur. Vous l'appelez comme vous voulez cette boîte. Et c'est là où vous allez mettre votre contenu. Et là, pour cette boîte, j'ai donné box. Et là, j'applique mes styles. Et les styles que j'applique ici pour ma boîte, c'est juste, je mets une bordure, et puis, enfin, je mets du padding, etc. Donc, voilà, donc, pour les boîtes. Alors, donc ici, si on doit utiliser ça pour créer un layout, exemple, le site de la bouffe, je vous ai donné ça, cet exercice pour HTML, à faire avec un layout en tableau pour voir un peu enfin pas la complexité, mais le côté difficile au niveau de l'aspect responsive des tableaux, si vous mettez des layouts avec ça. Maintenant, donc ici, je fais un layout comme ceci. Et donc, container, slash container, row, je crée un row. Pour la première ligne ici, je mets col 12. La deuxième ligne ici, j'ai 2 colonnes. La barre latérale et le contenu. Là, je vais mettre le contenu. Et donc ici, row. Et là, je vais avoir 2 divs à l'intérieur. Col 4, celle-ci. Et col 8, celle-ci. Et la dernière ligne, c'est le footer. Alors ici, donc si vous voulez vous amuser, donc la dernière ligne, c'est ça. Si au lieu de ça, je veux 3 colonnes, eh bien, je copie ça et je fais ça 3 fois. Bien sûr, ça se répète parce que là, c'est 12. Mais si je lui dis, au lieu de 12, je lui dis ici 4. Et je lui dis ici 4. Et ici 4. Eh bien, vous voyez, donc là, j'ai réglé mon truc, etc. Donc, un peu, voilà, pour les layouts. Bon, alors après, on passe maintenant au truc moderne. Alors, ici, parce que tout à l'heure, on va voir Bootstrap. Et quand on verra Bootstrap, et donc ça va utiliser à la fois enfin, le concept qu'on vient de voir ici, qu'on appelle les grids. Mais moi, ici, les grids, je les ai construits en utilisant le concept de flottement, comme on a vu tout à l'heure. D'accord? Mais dans la version actuelle maintenant de Bootstrap, on utilise le modèle qu'on va voir maintenant ici. Et c'est le modèle moderne qui est utilisé pour les layouts. Il y a un troisième modèle que nous n'allons pas voir, c'est le modèle grid. Donc ça, c'est un modèle linéaire qui nous permet d'organiser des boîtes. Alors, donc ce modèle, ça s'appelle Flexbox. C'est un modèle donc flexible, si vous voulez. Et donc, alors ici, pour qu'il soit flexible, donc on définit des axes. Et donc, 2 axes principaux, enfin 2 axes. Le premier axe, c'est l'axe principal, c'est le main axis. Et perpendiculairement à cet axe, vous avez le cross axis. Très important, les 2 axes. Et ici, il y a des choses qui sont nouveaux ici, qui répondent un peu au questionnement qu'on a fait tout à l'heure à propos de left, right, etc. Donc ici, on va éviter left, right. Et donc, quand on va définir l'axe, ici le main axis, il a une origine et il a une fin. Et donc, ça, c'est begin, et ça, c'est end, ou la start, pardon, et ça, c'est end. Et pour le cross-axis aussi, ça, c'est start, et ça, c'est end. Et on va plutôt parler de start, end, au lieu de parler gauche-droite. Parce que cet axe, je peux l'inverser. Et donc, si je l'inverse, le sens de gauche-droite, on va le perdre. Donc, on va essayer de ne plus parler gauche-droite, haut-bas,
mais on va parler de début-fin, start, end, etc. Alors, donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Les boîtes que j'ai ici au niveau HTML, c'est juste des boîtes. Et donc, on va distinguer deux choses fondamentales au niveau de ce modèle. Toujours, s'il vous plaît. Vous allez avoir un container. Et dans le container, vous allez avoir des enfants. Alors, les enfants, ils peuvent être n'importe quel enfant. D'accord? Vous voulez organiser les enfants à l'intérieur d'un container, eh bien, vous pouvez utiliser ce modèle. Et donc ici, là, j'ai rien mis de spécial. C'est juste ici des boîtes. J'ai pas encore utilisé le modèle. Alors, vous pouvez commencer à le tester ici. Et donc, c'est toujours display. On a vu tout à l'heure display inline, display block. On n'a pas vu un autre display inline block, mais c'est pas grave. Donc ici, le modèle ici, c'est flex. Tac. Vous voyez ici, donc le fait d'utiliser, donc, de changer le display, le mettre à flex, automatiquement, il va vous mettre le contenu, enfin, il va le disposer. Alors ici, donc, je vais dire horizontalement, non. Donc, il va le disposer sur l'axe principal. Et donc, l'axe principal, c'est ça. D'accord? Ça va de 1 jusqu'à 6. Alors, je passe au slide suivant. Et donc, vous pouvez... bien sûr, avant de passer au slide suivant, maintenant, est-ce que tous les browsers prennent en charge le modèle Flex? Parce que c'est un modèle relativement complexe au niveau de l'implémentation. Eh bien, vous voyez que tout est vert. Alors, ça, c'est les browsers, hein? Internet Explorer, Edge, etc. Tout est vert. Donc, pas de problème. On peut utiliser ce modèle sans risque. Ça va marcher sur tous les browsers. C'est important de le savoir. Alors après, donc, au niveau de ce modèle, la première des choses à faire, c'est le choix de la direction. Parce que quand vous avez un axe principal, eh bien, vous avez quand même la possibilité de choisir la direction que vous voulez pour votre axe principal. Alors, l'axe principal, il peut être horizontal, il peut être vertical. C'est à vous de choisir. Et quand il est horizontal ou vertical, vous pouvez changer le sens. Alors, donc ici, par défaut, il est rew. Donc ici, on utilise pour modifier ça flex direction. Et donc ici, par défaut, c'est rew. Et rew, ça veut dire en ligne. D'accord? Et ça va de gauche à droite. Ça, c'est l'axe principal. Si vous voulez inverser de la droite vers la gauche, c'est rew reverse. Si vous voulez que ce soit vertical, c'est column. Et si vous voulez inverser, c'est column reverse. Et donc, pour appliquer tout ça, donc, c'est toujours le même truc où j'ai un conteneur et des enfants. Hein. Vous allez vers CSS ici. Et donc, alors, vous avez, donc, j'ai le container. Et donc, alors, la première des choses, donc, vous pouvez tester ça. Rew, donc, ça n'a rien changé, vous êtes d'accord? C'est la valeur par défaut. Vous pouvez mettre ici reverse et vous allez voir que le 1 devient à droite. Et donc là, on est plutôt dans right to left, vous êtes d'accord? Mais on ne le dit pas. Et donc ici, c'est reverse, tout simplement. Et puis, vous avez, si vous mettez colonne, voilà, ça c'est le flux qu'on avait sans mettre flex. Et puis, vous avez la possibilité aussi d'inverser, de commencer de la fin au début. Hein? Et donc ici, c'est reverse, colonne reverse. Et donc ça, c'est pour le choix des directions. Alors après, donc, quand vous mettez beaucoup d'enfants dans le container, donc les enfants, on les appelle ça des items. Quand vous mettez plein d'enfants, eh bien, ces enfants, par défaut, ils vont déborder. Et donc, pour ne pas déborder, alors, vous voyez ici, ils débordent, vous le voyez. Vous voyez, j'en ai mis plein d'enfants. Hein. Donc, au niveau HTML, ici, j'ai mis 12 enfants. D'accord? Et donc, ici, mon container, vous voyez, le container, j'ai mis une bordure. Et vous voyez qu'ici, ça déborde. Et quand ça déborde, on peut toujours gérer le débordement. Si on veut, donc ici, quand ça déborde, c'était quoi qu'on avait fait tout à l'heure? C'était over, vous vous souvenez? Overflow. Alors, on va lui dire hidden. Et donc là, il va masquer tout ce qui déborde. Et donc, si je fais ça, vous voyez que ça dépend. Donc, si vous voulez avoir un truc comme ça, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais vous avez un truc qui est possible avec ça, c'est de mettre ici flex wrap. C'est de permettre
le retour à la ligne. Et donc ça, c'est un comportement qui est très souvent recherché. Et donc là, ça revient automatiquement à la ligne. D'accord? Et donc vous avez flex wrap. Alors ça, c'est donc le débordement. Deuxième chose aussi qu'on peut gérer, c'est gérer l'ordre des éléments. Alors les enfants ici, vous voyez qu'ils sont ordonnés de 1 jusqu'à 12. Et donc, quand ils vont apparaître, ils vont toujours apparaître dans cet ordre, logiquement. Et si on veut modifier leur position, on peut faire ça avec du JavaScript. Maintenant, avec CSS, on peut le faire avec Flexbox. Et donc ici, si je prends, par exemple, l'élément 1 ici, item 1, alors ici, item 1, item 1, donc ici, vous voyez que sa couleur, celui-ci là, et je lui dis ici, order, et je lui dis 3. Est-ce qu'il est dans le troisième ordre? Ah, il est dans le dernier rang. D'accord. Et pourquoi? Parce que tous les éléments, par défaut, ils sont dans l'ordre 0. Ils ont ordre égal à 0. D'accord. Et donc, lui, il a un ordre supérieur à tous les autres. Si je prends par exemple l'élément 5 ici, et je lui dis order, et je lui dis, alors on avait mis, je ne sais pas combien on avait mis, donc là je mets 5, vous voyez qu'il est passé au-dessus. Si je mets ici 2, hein, et si je prends tous les éléments, je peux changer leur ordre, et là je vais mettre 10. Et donc c'est juste, donc vous pouvez pour chaque élément lui donner un ordre, mais bien entendu, il faut savoir quelles sont les valeurs des autres pour savoir dans quel ordre ça va se manifester. Et donc je peux à tout moment modifier la position d'un élément par rapport à un autre, et c'est quelque chose qui est vraiment très très intéressant au niveau de CSS. Alors après, on a l'alignement sur l'axe principal. On avait dit tout à l'heure qu'il y a l'axe principal, il y a l'axe secondaire. Il y a cross-axis. Dans l'axe principal, si on veut faire l'alignement, eh bien, au niveau du parent, tout ce qu'on fait maintenant, on le fait au niveau du parent. Au niveau du parent, on utilise un attribut qui s'appelle Justify Content. Alors, Justify Content, il a plusieurs valeurs. Donc, remarquez les valeurs ici. Donc, on ne parle plus de droite ni de gauche. Donc, flex start, flex end. Alors, flex start, flex end. Si on avait utilisé left, right, ça va être compliqué, non? Je ne sais pas si vous voyez un peu. Quand on va modifier l'axe, on va plus savoir c'est quoi right et c'est quoi left. Et donc, flex start, c'est le début de l'axe. Et flex end, c'est la fin de l'axe. C'est la flèche de l'axe. D'accord? Et donc ici, alors, par défaut, donc c'est, je ne sais pas quelle est la valeur ici. Donc vous avez flex start, flex end, center, space around, space between, space evenly. Donc si vous voulez tester ces éléments ici, donc c'est justify consent. Là j'ai mis center. Donc si je mets rien, par défaut ça va être left logiquement. Enfin pas left, c'est flex start. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ici si on fait le truc de tout à l'heure, donc ici je fais right to left, et là ça s'adapte. Donc l'axe ici pour le truc langue orientale, ça va commencer de la droite. D'accord, donc je vais remettre alors RTL, LTR. Alors donc et puis vous avez alors right, vous pouvez mettre pas right, end, flex end, flex-end, c'est ça? Ah, donc il faudrait que j'enlève le flex end. Flex start, flex end, flex center. Et puis, donc, alors, center, on l'a vu au début, center. Et puis, donc, alors, on peut mettre space, space between. Space between. Et donc, tout l'espace qui reste, il va le distribuer entre les éléments. Et vous voyez qu'à l'extérieur, ici, il n'y a pas d'espace. Alors, sinon, vous avez space around. Un seul R, around. Et donc, space around, ça veut dire qu'il va mettre l'espace ici, et l'espace ici,
et l'espace ici. Donc, vous voyez un peu ici, entre les trucs, on a deux fois ça. Vous êtes d'accord? Ça veut dire comme si tout se passe comme si les marges ils sont ajoutées l'une à l'autre. Et puis, vous avez le dernier qui, peut-être à mon sens, c'est très intéressant, c'est evenly. Et donc, l'espacement de manière égale. Et là, j'ai exactement la même valeur ici que là. Alors, sauf que ici, j'ai une marge pour mes éléments. Alors, pour mes items, j'ai une marge peut-être quelque part. Margin, voilà. Donc, si j'enlève la marge, ça, c'est, j'ai donné en haut, en bas. Et là, je mets 0. Là, c'est exactement la valeur que j'ai ici. C'est exactement la valeur que j'ai là. Et ça, c'est vraiment, s'il vous plaît, c'est responsive. Ah, ça s'adapte, il n'y a pas de problème. D'accord? Alors, après, donc, deuxième truc, on veut aligner verticalement. Alors, si on veut aligner verticalement, align items. Alors, par défaut, les items sont alignés et sont stretchés. To stretch, c'est étirer. To stretch, c'est étirer. Hein? S'étirer. Alors, donc ici, la valeur par défaut, c'est stretch. Et donc, vous avez flex start, center, flex end et base line. Alors, donc ici, la valeur par défaut, c'est ça. Donc, si on met flex start, alors flex-start, vous voyez que tous les éléments sont alignés en haut. Alors ici, bien sûr, j'ai mis exprès un élément. Le premier élément, alors qu'est-ce que j'ai mis? C'est ici. Ah, j'ai fait ça juste avec le CSS. Pour item 1, regardez, pour item 1. Il est où item 1? Le voici, regardez. J'ai mis ici padding top 36. Padding top ici 36. Ah, comme ça, il va avoir une hauteur différente des autres. Et donc l'alignement, vous voyez que l'alignement se fait vraiment en haut. Et donc, par exemple, imaginez, vous voulez faire un graphique à barre. Un graphique à barre, vous connaissez? Eh bien, je veux faire le graphique à barre. Eh bien, pour moi, ça va être ici, je peux faire flex end. Et la hauteur des éléments que je vais avoir ici, pour item 1, je vais avoir une hauteur high de points, je sais pas moi, 67 pixels. Et alors, 67 pixels, c'est height. 67 pixels. Et le 67 pixels, ça correspond à la valeur de cette barre. Et donc, on peut juste régler les hauteurs pour avoir les différentes barres. Mais là, ce qui est important, c'est d'avoir cet alignement en bas. D'accord? Alors, donc après, donc flex end. Et puis, vous avez base line. Alors, je pense que c'est collé. Alors ici, base line, ça concerne le texte. Et donc, tout se passe comme si, donc, il va prendre le texte que vous avez dans cette boîte et le texte que vous avez là, et il va mettre l'alignement en se basant sur ce texte. Et des fois, c'est bien aussi. Je peux avoir des boîtes qui sont un peu différentes au niveau des tailles, mais je vais les aligner en fonction du texte qu'il y a dedans. Et ça, c'est vraiment un calcul qui est très intéressant. Ça va? Pas de questions? Pas de questions. On passe. Alors maintenant, comment on va faire pour avoir des colonnes plus larges que d'autres? Bien, pour avoir des colonnes plus larges que d'autres, si je reviens ici à l'exemple qu'on a vu là, j'ai plusieurs barres ici, plusieurs contenus, plusieurs boîtes si vous voulez. Mais les boîtes n'occupent pas toute la totalité de la largeur, vous êtes d'accord, du conteneur, du parent. Il y a de l'espace qui reste ici. Il y a de l'espace. Eh bien, il y a des techniques maintenant qu'on va faire. On va prendre l'espace qui reste ici et on va décider comment on va l'ajouter aux éléments pour les agrandir. Et donc, agrandir des éléments en anglais, c'est grow. You have to grow. D'accord? Et puis, le deuxième aspect, des fois, on va avoir des boîtes qui sont des largeurs plus grandes que le conteneur. Et c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure quand on avait mis 12 éléments. On avait les boîtes qui sont plus larges. Et dans ce cas-là, si on veut régler la largeur totale de toutes les boîtes à l'intérieur du conteneur, eh bien, à ce moment-là, il faut réduire chacune des boîtes un petit chouïa.
Et donc là, on va utiliser un autre mot-clé ici, shrink, to shrink. Donc grow, c'est pour agrandir, pour occuper l'espace qui existe, qui est en plus. Et to shrink, c'est rétrécir les éléments pour qu'ils apparaissent tous dans l'espace que nous avons. Donc chacun doit donner un peu d'espace pour eux. Alors ici, donc les éléments, donc ici on peut utiliser ça de manière inégale. Par exemple, ici j'ai trois colonnes. Si je prends mes 3 colonnes, ici, je vais enlever ça et enlever ça. Voilà, donc ici j'ai beaucoup d'espace ici à droite. Maintenant, mes boîtes ici, je veux qu'ils s'agrandissent pour occuper, enfin, je veux partager cet espace pour mes 3 boîtes. Et donc on peut partager ça de manière équitable. Donc ici, si je veux partager ça de manière équitable, voilà. Alors ici, flex, je lui donne 3 valeurs. La première valeur ici, c'est grow, et ça, c'est une proportion. Proportion, ça veut dire, tu vas prendre une part. Chaque boîte va prendre une part de l'espace qui existe. Alors l'espace qui existe, c'est ça. L'espace qui est en plus, c'est ça. Et donc cet espace-là, on va le partager en 3. Et chacune des boîtes, on va lui ajouter la part. Alors, quelles sont les parts ici que je donne ici? Eh bien, pour chaque boîte, je vais lui donner une part. D'accord? Le deuxième élément qu'on a ici, c'est shrink. Shrink, et là, ça va se passer quand j'ai les éléments à l'intérieur, ils dépassent, ils sont plus grands, et je dois les rétrécir. Donc, il y a les deux aspects. Soit je grandis, soit je réduis. Et donc, dans notre situation ici, c'est surtout ça qui va être utilisé, c'est to grow, et donc je donne à chacun une part de l'espace disponible. Mais moi, je ne veux pas ça. Je veux que l'élément 2 ait 2 parts, au lieu d'avoir une seule part. Et donc, si je veux qu'il ait 2 parts pour lui, eh bien, je vais lui dire pour lui. Donc ici, je lui dis, lui, de s'agrandir 2 fois. Alors ici, attention, ça ne veut pas dire que la largeur ici est 2 fois la largeur là. Est-ce que vous comprenez ce que je raconte là? Ce que je dis, c'est que l'espace qui restait avant, on va le partager. L'élément 2, il va prendre 2 parts. L'élément 1, il va prendre une part. Et l'élément 3 va prendre une part. Donc ici, c'est ce que je dis ici. Initialement, je dis tout le monde va prendre une seule part. Et deuxièmement, ici, je dis pour l'élément 2, je veux qu'il prenne 2 parts. Et donc, si je lui dis, si je veux qu'il prenne 4 parts, ben, je lui dis, voilà, je prends 4 parts. Et si je veux faire pour le premier élément, je fais un copier. Et pour le premier élément, c'est item 1, je lui dis de prendre, lui, 2 parts. Et donc, on peut vraiment régler les choses exactes, juste en gérant l'agrandissement, grow, ou en gérant le rétrécissement, shrink.